Aujourd'hui, on va monter des cimes, on va parler de Maurice Sèvres. C'est parti. Maurice Sèvres était, on va parler au présent, c'est ce fameux présent historique, celui qu'on attend dans les copies. Et dans les livres d'histoire, Maurice Sèvres donc, est un des grands poètes lyonnais du XVIe siècle. Il est globalement considéré comme le Mallarmé du XVIe siècle, et comme la langue du XVIe siècle a changé, c'est pas facile. Son recueil le plus connu, alors il est surtout connu pour son blason du Tétin. Le blason, c'est un poème sur une partie du corps féminin. On découpe pas les corps masculins, voyons. Et pour le recueil, délit, objet de plus haute vertu. Il est là. Donc moi, je l'ai en édition Société des textes français modernes. C'est l'édition critique établie par Eugène Parturier, introduction et bibliographie par Cécile Alduy. C'est vraiment une des grandes éditions de référence. Hein. Hop là, je me remets d'équerre. Avec reproduction de la page lyonnaise de la première édition. Donc 1544. Hein. Et on est vraiment dans ce groupe un peu équivalent à la Pléiade, des poètes lyonnais. Tiens, ils avaient un nom là tout de suite, il ne me revient pas. On est dans ce qu'on appelle le néo-pétrarchisme, avec du néoplatonisme dedans, grande poésie amoureuse, mais surtout grande et immense poésie. C'est difficile parce que langue et poésie difficile. Délie, c'est le nom de la dame, de l'amante, de l'idole, de l'aimé, du poète, du jeu lyrique. On peut voir derrière le nom de Délie Pernette du Guillet, c'est une hypothèse biographique, c'est la principale. Pernette du Guillet était elle aussi poétesse, on en trouve dans... Elle est éditée parfois avec Louise Labbé, c'est le même groupe. C'est la team. Alors on se rappelle, Lyon au XVIe siècle, c'est quand même une des grandes capitales, dans le sens des grands carrefours, des grandes villes de France, notamment parce que Lyon c'est l'interface avec l'Italie, ce qui est important quand on parle de pétrarchisme ou de néopétrarchisme, puisque la grande inspiration, donc on se rappelle, il y a ce qu'on peut appeler des romans d'amour, mais la notion de roman elle est compliquée pour parler du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc le roman de la Rose ou d'autres, peut-être qu'un jour je parlerai du roman de la Rose. Et il me semble que c'est plutôt au XVe, Pétrarque publie le Canzoniere, le chansonnier. Mais voilà, là je l'ai revu dans mes étagères, c'est vraiment traduit le Canzoniere, qui chante son amour à Laure, qui est... alors quand on dit sa maîtresse, ça veut pas dire qu'il y a du cul, c'est la figure de la femme aimée, Laure, avec énormément de jeux d'ailleurs sur le nom de Laure. Et il me semble, c'est Dubélé qui aurait découvert le tombeau de Laure, quelque chose comme ça. Bon, voilà, on est dans ces grands mythes poétiques des temps modernes. Temps moderne, c'est vraiment fin Moyen-Âge, 16e. Et dans un moment d'invention, de réinvention de la poésie française, à partir de modèles italiens, énormément de culture antique, mais aussi des modèles donc de la mythologie antique, mais aussi de la philosophie antique. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le néoplatonisme, qui est vraiment remis au goût du jour par Marcel Fissin, et religieux, bien sûr. Le tout pour inventer donc cette nouvelle poésie française. Je ne vais pas faire un topo sur défense et illustration de la langue française, mais on est quand même dans ce moment-là de la poésie française et de la langue française. Ce qui explique aussi pourquoi, on va le voir, allez le voir chez Rabelais avec François Bon. On est aussi dans un moment où la langue française s'invente, se réinvente, où les poètes font des tentatives, enrichissent le vocabulaire, c'est soutenu par l'histoire des sciences et des techniques de l'époque, la volonté de faire des transferts lexicaux d'une langue à une autre. Délie, objet de plus haute vertu, Délie c'est l'équivalent de Laure, donc c'est la femme aimée, peut-être Pernette du Guillet, peut-être pas. Ce qui est intéressant, c'est le nom de Délie, parce que délit, plus que l'objet du délit, délit c'est ce qui va lier et délier. Et ça va être beaucoup plus intéressant au niveau du recueil, parce que c'est un recueil où on voit, ça c'est vraiment du sujet de leçon d'agrég type, continuité, discontinuité dans la Délie de Maurice Sèvres. Bon, objet de plus haute vertu,
La vertu, ça a un sens religieux, mais c'est beaucoup plus large au XVIe, hein, et c'est un sens particulièrement fort. Et ce qui est intéressant surtout, bon, ben, objet, ça nous dit quelque chose de la poésie amoureuse et des rôles sociaux de genre. Mais si on se place dans l'optique du jeu lyrique, de plus haute vertu, on voit déjà l'annonce de quelque chose de l'ordre d'un dépassement, d'une sublimation, si on emploie un terme moderne, dans l'amour. On se souvient que déjà au Moyen-Âge, finalement, on peut lire quelque chose comme le roman de la Rose comme la démonstration d'une concurrence symbolique entre les oratores, le clergé, et les bellatores, les guerriers. Puisque le chevalier est celui qui est à la fois très fort, donc ça c'est aussi ce qu'on voit dans tout le cycle arthurien, mais qui abdique sa force au service de la dame, parce qu'on sait bien que la plus grande des forces, c'est d'être capable de ne pas faire démonstration de sa force pour se mettre au service du plus faible, la veuve, l'orphelin, la dame. On y est ? Ça ne veut pas dire que ce sont des représentations documentaires. On est en littérature. Il n'y a aucune littérature qui n'ait une représentation documentaire, même à Nierno. Ce qui se passe, c'est toujours une transfiguration, et ce sont des savoirs autres. Le moment au XVIe, cette concurrence, elle a été moins visible, ou en tout cas moins perçue par la critique, elle est quand même toujours présente. Alors, pour cette édition, c'est l'édition que j'avais vue à l'agrégation. Donc ça date, c'est l'année 2013-2014. Moi, j'en ai un bon souvenir. C'était dur. Mais en tout cas, c'est une bonne édition. Il y a ce qu'il faut dedans, on la présente rapidement. C'est-à-dire, si je reprends la table des matières, alors mes notes d'agrégative, que je redécouvre, mais que je n'arrive pas à relire. Donc une introduction quand même assez complète avec une présentation des grandes hypothèses critiques et de lecture. Bibliographie qui va de 60 à 2000, non, là il y a quelque chose. Une introduction de Parturier. Bibliographie des écrits de Maurice Sèvres. Bibliographie des ouvrages cités dans les notes. Le recueil, donc sur 300 pages. Ordre des figures et des emblèmes. Table et indices de tous les dizains par l'ordre et même nombre d'un chacun. Donc là, en fait, c'est un genre d'index thématique et un lexique parce qu'on est dans une langue difficile. Donc il y a notes et lexique. Donc c'est une édition qui est très complète. Je pense qu'il y a des éditions moins complètes, peut-être moins onéreuses. Je ne sais plus combien coûtait, c'est pas marqué dessus. Date 2001, mais bon, elle est très bien, quoi. Alors, pour le coup, comme elle est tombée à la grecque, on la trouve peut-être d'occasion. Bon, moi, mon ouvrage est abîmé, hein, mais il est lisible encore. Et donc, on est dans un moment de prouesse poétique, de virtuosité poétique, à partir quand même souvent du sonnet, qui est alors une forme moderne et qui va commencer à avoir ses formes, à atteindre, comme on dit, des lettres de noblesse. Alors le sonnet, le canzoniere, on se rappelle, forme musicale, c'est aussi formé en musique, etc. Mais la particularité de Délit, objet de plus haute vertu, c'est d'être un recueil fondé sur des dizains en décamètre. Donc les sonnets sont soit en décamètre, soit en alexandrin, 10 ou 12. Et là, en fait, quelque chose va se nouer autour de ce qu'on appelle le carré parfait, 10 par 10. Le recueil lui-même contient, en fait, rassemble 50 séries, me semble-t-il. En tout cas, il y a 50 emblèmes. Chaque série débute par un emblème. Alors, il y a il y a un privilège, Assadélie, une devise, souffrir, non souffrir, qui va aussi clôturer le recueil. Et en fait, on fonctionne après par série de 10. Donc, on a du 10 au niveau du vers, au niveau donc de syllabes, au niveau du nombre de vers par poème, et ça fonctionne par série de 10. Et je sais plus combien il y en a au total, il y a 50 emblèmes. Donc là, le poète, mais après les emblèmes. Alors, c'est pas super lisible parce que c'est des copies des éditions du XVIe. Par exemple, celui-ci. Alors, moi, j'arrivais pas du tout à les lire, mais la table finale permet de dire donc, ce qui est écrit dedans: contre le ciel, nul ne revit. Et si on est en séquence littéraire, enfin en études littéraires, on analyse aussi ces emblèmes. Et à chaque fois, on a 10 poèmes, donc on est sur les environ 500 poèmes. Alors, je crois qu'il y a une subtilité, mais que j'ai oublié sur le nombre de poèmes. Ouais, parce qu'on est à... 449. Oui, bah oui. Oui, non. Je crois que c'est ça.
et on finit à nouveau par souffrir, non souffrir. Bon, ça, je vais lire quelques poèmes, peut-être pas énormément, mais commenter quelques poèmes pour montrer à quel point c'est obscur et comment ça marche. On va commencer par le premier. Alors peut-être... Bon, le privilège du roi, enfin la teneur du privilège, voilà. À Sadélie, donc la dédicace. Hein. Nom de Vénus, les ardents étincelles, et moins les traits desquels Cupido tire, mais bien les morts qu'en moi tu renouvelles, je t'ai voulu en cette œuvre d'écrire. Je sais assez que tu y pourras lire maintes erreurs, même en si durs épigrammes. Amour, pourtant, les me voyant écrire en ta faveur, les passa par ses flammes. Et la devise. Alors, la langue, elle est dure, parce qu'on est dans une langue poétique, et qui appartient au XVIe siècle, et en plus parce que Maurice Sèvres est quand même considéré comme un poète particulièrement obscur. Quand on lit Ronsard, c'est plus facile. Alors, on connaît plus Ronsard en édition modernisée, là je l'ai lu en prononciation bon, un peu à entendre, enfin plus audible. Cupido, nous on va plutôt le nasaliser, mais on a des Y partout, des S partout que je n'ai pas forcément prononcé pour faciliter un peu la lecture, mais parce que le XVIe siècle c'est un moment où ça dépend un peu des coins sur la prononciation. Alors à Sadélie évidemment c'est une dédicace, ça montre que l'ouvrage est dédié à Délie. Et déjà, on voit au niveau de la syntaxe qu'elle est quand même... Donc la syntaxe du XVIe, elle est plus malléable que la syntaxe actuelle, parce que on est encore dans un moment où on avait des cas en ancien français, en français du Moyen-Âge, on en avait peu, c'est-à-dire que les déclinaisons à 6 cas se réduisent à 2, cas sujet, cas régime. Hein. Donc globalement, c'est sujet ou objet. Hein. Mais ce qui permet quand même d'avoir une langue plus synthétique et moins analytique, c'est-à-dire on a moins besoin de suivre l'ordre des mots, comme on le fait en français contemporain. Donc on est dans un moment de transition, c'est-à-dire, alors des cas on en a encore en français, hein, qui, de qui, duquel, ça c'est des résidus du système casuel, du système de cas, mais globalement ça n'affecte plus les groupes nominaux, on les voit surtout sur les pronoms, relatifs par exemple. On ne les voit plus au XVIe, mais en revanche, la syntaxe, elle est plus facilement inversée par rapport à nos habitudes modernes. Et encore plus en poésie, bien sûr, puisqu'on a des licences poétiques. Et attention, la licence poétique n'est pas une licence 4, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un livre que le poète est ivre. Nom de Vénus, les ardents étincelles, et puis en plus, les mots changent de genre, parfois, pas tous, hein, mais de temps en temps, etc. Et donc, on a une adresse par un tu, dont on voit directement que c'est à Sadélie, donc le lien poète, nom de femme, il est immédiat, et puis les topiques, c'est habituel, parce que la poésie amoureuse est aussi une poésie de virtuosité, plus que d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime pas, hein, mais c'est à dire que c'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'on parle d'abord de poésie, et on va avoir, donc dans ces deux quatrains liminaires, hein, une mise en avant de la relation et de ce lien, en fait, par l'inversion de la syntaxe, qui fait que ça arrive avec un genre, pas un concetto, mais un effet de concetto, sur le dernier vers du quatrain, je t'ai voulu en cette œuvre d'écrire. Donc, on va nier pour dire ce qu'on fait. C'est pas une prétérition, c'est... La prétérition, c'est oh. Non, mais je dis pas que t'es bête, hein. C'est juste que je fais comme si. Voilà, ça c'est vraiment une prétérition, et sinon, on va nier pour... alors, c'est pas une litote non plus, mais ça a un nom de figure de style, et là, il va pas me revenir. Et donc il ne s'agit pas de parler finalement, hop, référence mythique, Vénus, Cupidon, des étincelles, des traits, donc tout ça ce sont des images topiques de l'amour qu'on a dans le canzoniere qu'on avait avant, mais voilà, qui sont renouvelées, qui reviennent. Mais on va être dans un niveau, on se rappelle, de plus haute vertu, donc dans une intensification des images poétiques et de la poésie elle-même et de son obscurité, paradoxalement avec les étincelles, mais aux étincelles s'opposent les morts qu'en moi tu renouvelles, avec cette image qui devient mystique, on est presque dans le livre des Tibétains ou chez Volodine, hein, finalement, alors non pas d'un deuil renouvelé, mais d'une mort qui est vraiment la mort d'amour. On se rappelle que dans le roman de la Rose, on a la maladie d'amour. Là, on est vraiment sur un poète qui ne cesse de mourir et de revivre au fur et à mesure de son amour. Je vis, je meurs, Louise Labbé. Hein. Ce sont des images et des figures de style topiques, hein,
utopique, topostopique, hein, habituel en poésie amoureuse, toute la question va être de savoir comment on les renouvelle et comment créer de nouvelles images. Je sais assez que tu y pourras lire maintes erreurs, même en si durs épigrammes. Dires épigrammes, ça nous parle de cette obscurité. Épigramme, ça veut dire poème. Ce sont poèmes courts. Amour, pourtant, les me voyant écrire en ta faveur, les passa par ses flammes. Et donc finalement, on a eu Vénus, Cupidon, Amour, donc on est toujours dans des images plutôt antiques. La note, c'est la note 3, nous dit Amour opposé à Cupido et à Vénus, c'est l'amour de la beauté pure dégagée de toute sensualité. On se rappelle de plus haute vertu. Ici, c'est pas un livre de cul, c'est un livre de poésie. C'est ça hein, qui nous dit dès le début. Et donc qu'il y a des erreurs, c'est-à-dire en fait des errances, parce que là, le sens archaïque d'erreur est encore là. Au départ, une erreur, c'est vraiment une errance. On y est. Et ça va bien fonctionner avec le poème suivant, on va le voir. Et on a cette espèce d'image d'un poème passé par les flammes, comme en fait, on peut forger du métal. Et je vous renvoie à la thèse de Pierre-Élie Pichot sur ces images-là, justement au XVIe siècle. Faisant en plus rimer, épigramme, donc lire, écrire, hein, hop, le lien il se retrouve à la rime. Avant on avait étincelle, renouvelle, c'est pas mal, tire, d'écrire. Bon. Mais là, on a vraiment, et hop, le retour hein, sur les 4 épigramme et flamme, qui va en fait donner l'idée d'une dureté plus grande du poème, et aussi parce qu'il va être particulièrement forgé. Et donc ça nous parle bien sûr d'un art poétique. Et souffrir, non souffrir, voir le 19-240, il déchire à Pétrarque et au Pétrarchiste que l'amour est une souffrance et n'en est pas une, parce qu'il est aussi une joie. Et on se rappelle, je vis, je meurs. Boum, délit 1. Et là, en fait, ça va permettre de parler encore un peu d'amour, mais de façon plus précise. L'œil trop ardent en mes jeunes erreurs, girouetté, Malco, à l'impourvu. Voici, ô pour d'agréables terreurs, mon basilic avec sa poignante vue, perçant corps, cœur et raison dépourvue, vint pénétrer en l'âme de mon âme. Grand fut le coup qui, sans tranchante lame, fait que vivant le corps, l'esprit dévie, piteuse hostie au conspect de toi, d'âme constituée, idole de ma vie. Alors, je suis sûre que j'ai fait des erreurs de prononciation. On y va. Donc, plein de choses intéressantes. Quelle est la place du jeu lyrique? On se rappelle, on se pose toujours ces questions. Comment il parle? De quoi il parle? À qui il parle? Et quand est-ce qu'il parle? Eh bien, on peut voir qu'il y a un passé et un présent, si on parle de temporalité. On n'a pas exactement de lieu, parce qu'on est en fait dans une scène emblématique, c'est une scène inaugurale, puisqu'on va véritablement, hein, c'est lui qui est numéroté 1, ouvrir le grand recueil de l'Adélie. Que se passe-t-il? Mais en fait, c'est un peu la même image que dans Le Seigneur des Anneaux, hein, là, avec la grande tour, machin, Sauron, l'œil trop ardent en mes jeunes erreurs. Et cet œil, avec un article défini, d'abord il est unique, ce qui est très étonnant. On retrouvera presque Hugo plus tard, hein, l'œil était dans la tombe. Bon, évidemment que Sèvres n'a pas regardé, n'a pas lu Hugo, mais ce sont des images intéressantes. Bah, ça fait de cet œil un absolu et un emblème, et donc de l'histoire elle-même une histoire emblématique, et qui va vraiment ouvrir le recueil en donnant les grands principes, quoi, parce que évidemment on est sur l'annonce de ce qu'on appelle un programme de lecture, programme d'écriture. Il s'agit de dérouler un horizon d'attente, de le préciser, et donc comment ça va se passer. Donc primat de la vue. Et on se rappelle, on a des emblèmes. Alors on ne sait pas trop s'ils ont été faits pour le recueil, s'ils ont été récupérés et que ça fournit des poèmes du recueil. Il y a des poèmes qui fonctionnent en ekphrasis, en lien avec phrasis et la description d'un tableau, c'est-à-dire donc en lien avec le recueil. Épanorthose, la correction. Non de, mais. Voilà. C'est quand on va dire quelque chose pour le corriger. On l'a tout à fait chez Sarot, sur l'exemple que je prends dans Enfance. Ce n'était pas la joie, mais plutôt... Voilà, bon, je le fais de mémoire, donc je l'ai mal cité, évidemment. Épanorthose, avec un H. Après le T. Hop là, ça y est, j'ai encore abîmé mon livre. Et il n'était pas si abîmé que ça, en plus, celui-là. Et j'ai l'impression que je les connais tous, mais c'est la Greg, on bosse. Hein. Donc, finalement, la première expression du jeu lyrique, elle se fait pas exactement par l'œil, même si on comprend que cet œil va être celui du jeu lyrique, et aussi parce que ce sont des schémas topiques, mais par le pronom possessif, le déterminant possessif, tapez-moi sur les doigts, mais.
Et on va le retrouver avec le mon du quatrième vers, mon basilic. Et auquel va répondre ça. Donc là, on n'est pas dans une adresse Adélie, comme dans le poème liminaire de dédicace, mais on va avoir donc une narration. Elle devient ce qu'on appelle, non pas la déculottée, mais la délocutée. Le délocutée, c'est ce dont on parle, si je ne me trompe pas, au niveau des syllabes. Donc on a un 6-1, un 4-1, mais parce que quel équilibre faire avec du 10 ? En général, parfois c'est 5-5, mais c'est souvent 6-4, 4-6. Comme dans donc dans le 10-1, tout comme dans le décasyllabe. Et on le voit, on va toujours avoir ces balancements parce qu'ils sont plus musicaux. L'impair, c'est quelque chose de plus ancien. Il faut attendre Marceline Desbordes-Valmore, Verlaine, un peu Villers-Griffin pour avoir vraiment une mise en avant de l'impair. Villers-Griffin, c'est plus le vers libre. Mais je le connais mal. L'œil trop ardent en mes jeunes erreurs, alors oui, et donc voilà. Et on va avoir sur le 6-1 le retour du jeu lyrique avec mon âme, mais qui va être doublé par ce qu'on appelle un superlatif hébraïque. C'est-à-dire, en fait, la répétition, l'âme de mon âme, le Saint des Saints. Et là, tout ça, tout ce 6-1, il est au passé, et le 4-1, qui va permettre d'avoir tout le poème en 10, c'est un nom, ça y est, je l'ai oublié. Un 10-1, c'est normalement une strophe. Ah, j'ai un trou. Et tout le reste va être au présent. Et ça, on se rappelle du travail des valeurs de présent que j'avais analysé dans Je vis, je meurs de Louise Labbé. Ce présent, il va être à la fois un présent d'énonciation, un présent de vérité générale, un présent étendu, peut-être même des fois un présent historique, même si là on est plutôt dans un présent contemporain, parce qu'il va parler de cette situation amoureuse du poète. Donc en fait, le poème est une analepse qui permet de remonter dans le temps, et il y en aura d'autres, Une analepse, on se rappelle, boum. Alors c'est pas exactement le flashback, mais c'est qu'on va raconter depuis un point d'origine jusqu'à aujourd'hui dans ce cas-là, donc c'est une analepse totale en vocabulaire Gérard Genette figure 3, qui permet d'arriver en fait ici. Et ben c'est le seuil du recueil, donc on dit d'où on vient et boum, on y est. Alors après, quand on regarde les suivants, on a encore ces effets-là, tous les autres ne sont pas au présent. Voilà. Mais ça, c'est comme ça que ça va se construire. Donc l'œil, on a dit, finalement, c'est un emploi absolu, mais ça va quand même désigner ou être un emblème du jeu lyrique qui devient ainsi typifié. Donc l'histoire amoureuse est emblématique, typifie l'ensemble des histoires amoureuses, parce que ces histoires d'amour vont aussi parler de la poésie. Et donc l'histoire d'amour, elle va suivre un schéma, finalement, une structure de récit, qui commence donc par des caractéristiques de la jeunesse. On invente, pas l'adolescence moderne, mais le motif du jeune homme, il existe depuis l'Antiquité, mais on le réinvente, on le retrouve. L'adolescence clémentine de Marot, c'est pas très ancien au moment il me semble, de Maurice Sèvres. J'ai oublié les dates de ça. Je dis peut-être une bêtise à vérifier. Je suis sûre qu'on va le vérifier et me le dire dans les commentaires. Bon, en tout cas, il est caractérisé par la jeunesse en mes jeunes erreurs. Erreur rimant avec terreur, mais terreur d'agréable terreur. L'excès, trop ardent. Ardent signifie qui brûle, mais va donc connoter le désir. Et on se rappelle que le désir va être transfiguré par la plus haute vertu de délit. Donc là, on a une espèce de rappel topique de cette vie de jeune homme, comme on dit. On ne va pas le dire. Mais des espèces de topoi sur cette espèce d'adolescence masculine, ai-je besoin de le préciser, ou qu'il s'agit d'un recueil hétérosexuel. On est au XVIe siècle, Enfin, le mot hétérosexuel, il n'existe pas au XVIe, ce sont des notions du XIXe, et plutôt deuxième moitié. Mais les choses là commencent à se mettre en place, et donc l'œil est d'abord décrit dans ce premier vers, et là on peut bien voir qu'on a un groupe nominal qui a une fonction de sujet d'un verbe qui est au deuxième vers. Avec donc un complément circonstanciel rattaché au groupe nominal ou à l'adjectif, on ne sait pas trop, mais ça ne change pas grand-chose. Et lui-même un adverbe, etc. Donc on a énormément d'informations sur un premier vers, avant d'avoir un verbe
Sur le deuxième, on va noter, c'est néologique, girouetter. Ou c'est rare. C'est rare et c'est un peu concret. Et c'est un peu joli. On voit les diminutifs, enfin, c'est pas un vrai diminutif parce qu'on est sur un verbe, mais en et. Malco. Alors, co, j'ai un petit doute, je vais reprendre le lexique parce que ça date pour moi un peu le 16e, hein, j'en fais plus du tout. Mais je me suis dit que ça faisait une bonne hygiène. Prudent. Ah ben ça c'est bien, ça va reprendre les jeunes erreurs et trop ardents. On charge la barque. Et il est à l'impourvu, c'est-à-dire à l'imprévu, qui est lui-même mis à la rime et qui va rimer avec vu. Les rimes croisées, hein, c'est très classique ça. Donc tout ça va qualifier l'œil, qui est dans un imparfait duratif, qui dure et qui en même temps montre un mouvement, évidemment peu prudent, on est presque en picaresque là. Le picaresque, c'est un peu contemporain de ça, hein. On a du picaresque dans Rabelais. Après, ça c'est plutôt espagnol sur l'époque, et on va le voir revenir en France au XVIIe, Gilles Blas de Santillane et tout ça. Mais en tout cas, on a la mise en place de ce qu'on appelle en termes de récit une situation initiale. Et on se dit bien. Et tout ça, voilà, tout ça va être de l'ordre de l'erreur, etc. On n'est pas censé girouetter en étant imprudent. On sent que ça va mal se passer, ou en tout cas que quelque chose va se passer. Ce n'est pas non plus un fusil de Tchekhov, puisque là on n'a pas un accessoire, mais enfin ça met en place une situation de tension dramatique. On attend l'élément perturbateur. Il arrive au vers 3, voici avec un présentatif qui a encore un sens plus intense au 16e, puisqu'il est vraiment représentatif, on va présenter. C'est, voici, voilà, qui lui-même va être retardé sur ce vers 3 par la parenthèse « ô pour d'agréables terreurs », qui est un commentaire finalement du présent d'énonciation commentant le passé. On le voit partout en fait, le jeu lyrique, avec un « ô » déclamatif, mais aussi, très important, un oxymore, agréable terreur. Oxymore, on se rappelle, alliance de deux termes opposés. Les terreurs ne sont pas censées être agréables, enfin bon, je pense qu'il a vu Saucisse. Mais ça, l'oxymore, c'est vraiment une très grande figure de la poésie amoureuse, mais en particulier de la poésie de Maurice Sèvres, puisqu'il va intensifier ce que l'on a par exemple dans Je vis, je meurs, hein, pour montrer un amour intense, un amour extrême, mais qui fait passer d'un extrême à l'autre, d'une extrême à l'autre, qui va amener aux confins de soi-même et de sa propre identité, et qui dans le même temps va permettre une poésie elle-même extrême, et notamment extrêmement difficile. Et donc le présentatif, il est retardé par cette inclusion qui a une vertu dilatoire. On attend la présentation, elle tarde. Elle n'arrive qu'au 4e vers. Mon basilic, la note 2, nous rappelle que le basilic tue par le regard. C'est des serpents mythiques en fait. Hein. Et donc ça, c'est une façon de mythifier la dame, de ramener, et ça notamment en s'appuyant sur des mythes, enfin sur des mythèmes, sur des éléments mythiques. Basilic, alors c'est un mot qui désigne souvent les femmes, il y a souvent plein de serpents féminins, évidemment que ça vient de la Genèse, etc. Mais c'est des choses que l'on a aussi, des transformations de femmes serpents au Moyen-Âge, enfin ça ce sont des motifs qu'on retrouve au 16e, qu'on retravaille, hein. Et avec sa poignante vue. Alors bon, on nasalise un peu plus au 16e qu'aujourd'hui. Vue à l'époque, hein, ça s'écrit V-E-U-E, hein, moi je simplifie. Mais donc ça veut dire qu'on le prononcerait plutôt vue, voilà, avec un soupçon que j'ai du mal à restituer. Alors vue, ça serait même plus médiéval, hein, mais on prononçait plus les syllabes hein, au 16e. Donc caractérisation aussi de ce groupe non nominal dont on a compris qu'il représente la dame, mais la dame elle-même n'étant pas nommée. On a comme une attente, mais qui est ce basilic avec sa poignante vue. On notera que ça fait un effet quatrain au sein du 6-1. À l'œil répond donc la vue. À un œil girouettant, malco, et qui va à l'improviste, hein, répond une poignante vue qui va donc saisir, littéralement, concrètement et très intensément.
Donc on a un peu un duel de regard qui va arriver par l'eye contact. Et effectivement, sa poignante vue, donc hop, perçant corps, cœur et raison dépourvue, perçant corps, cœur et raison dépourvue, vint pénétrer en l'âme de mon âme. Donc là, on ne sait plus exactement qui est le sujet, si c'est basilic ou poignante vue, mais de toute façon c'est un peu équivalent, c'est plutôt le basilic, syntaxiquement, qui est donc le sujet de vint pénétrer en l'âme de mon âme, mais on a encore un vers avant, le vers 5, perçant corps, cœur et raison dépourvue. Donc perçant corps et cœur, la poignante vue, elle perce, et donc on est dans une topique de combat, et dans des motifs guerriers, mais qui ne fait pas, comme dans la Cassandre de Ronsard, de la dame aimée une guerrière, c'est-à-dire encore une humaine, Cassandre. Mais, une humaine mythique, héroïque, etc. Mais, et donc du poète, quelqu'un qui va venir au combat, mais ici le poète va être vraiment la victime de la dame. Inversion de culpabilité totale. Donc par son corps, cœur, boum, ça veut dire autant le matériel que l'immatériel. Alors cœur, c'est justement le pivot entre les deux, puisque ça va être l'organe emblématique. Et raison. Alors le dépourvu, là, je comprends pas trop si c'est dépourvu de raison. Je pense que c'est là qu'il faut le voir et que c'est un latinisme, mais j'ai un doute. Ou si c'est et raison. Est-ce que c'est et de raison dépourvu, ou si c'est qu'elle perce corps, cœur et raison, et qu'elle est dépourvue. Je pense que cette deuxième hypothèse fonctionne pas bien. Et donc mon basilic vint pénétrer, on va quand même noter la portée sexuelle de l'image. Vagina, au départ, c'est le fourreau de l'épée, mais c'est très rapidement le vagin en tant qu'organe. Bien sûr que les images de pénétration, elles sont comprises comme des images sexuelles. On n'a peut-être pas le freudisme, ni le palefrenier si on a des palefreniers, mais la sexualisation, la dimension érotique des images, elle est perçue. Va pénétrer, et donc en fait, on a carrément mon basilic, donc la dame, qui pénètre en l'âme de mon âme, et donc il va pénétrer. D'abord donc corps, cœur, et donc raison, mais qui pénètre l'âme. Donc on passe du matériel à l'immatériel. Par un... On se rappelle, on va aller vers la plus haute ouverture, on va revenir dessus, et donc l'entrée dans le corps va devenir une entrée dans l'âme. Et donc on va encore attendre un peu la suite pour reparler d'Inamoramento. Et donc on a vraiment un poète, l'image d'un poète, d'un jeu lyrique, victime de l'amour. Allez, dernier quatrain. Grand fut le coup. On va noter le passé simple, qui a un aspect global, c'est-à-dire qui va prendre en compte l'ensemble, et c'est ça qui permet au passé simple d'avoir un commentaire. Il se détache. Alors, on avait le vin pénétré qui raconte l'ensemble de l'action, mais là, on va avoir une fonction qui est plus, pas métatextuelle, on ne commente pas le texte, on commente donc ce qui s'est passé en le qualifiant de grand. Le coup a une valeur résomptive qui résume le 6-1 précédent, qui est décrit, cette pénétration, mais qui va revenir en détail. C'est presque gore. Ce qui s'entranchante l'âme, et on se rappelle, boum, on avait la poignante vue. Mais finalement, la vue fait plus que n'aurait fait une lame. Parce que le coup, il est immatériel. C'est pas qu'il s'agit de sabre laser. Fait que vivant le corps, l'esprit dévie. Alors, donc, grand fut le coup, et là, on a une relative qui ouvre. Et ça permet d'avoir des effets de surprise et de jouer sur la structure du disin. Et donc, la relative, elle commence par une négation, sans tranchante l'âme. Donc, c'est comme une petite circonstancielle, ça. Fait que, boum. Et donc là, on a la suite de la complétive. Il me semble qu'il fait que vivant. Il fait que je viens, oui, c'est ça. Hop, mais à l'intérieur, on a une participiale. Donc, il faut bien repérer les groupes. Donc, vivant le corps. Donc, littéralement, le corps étant toujours vivant. Voilà. Mais on a une image qui est très resserrée. C'est beaucoup plus possible comme structure au XVIe siècle, mais c'est quand même... c'est une poésie qui est condensée. Donc, finalement, en gardant son corps vivant, c'est un genre de gérondif. L'esprit dévie. Et donc, on va vraiment avoir le corps et l'esprit qui sont présentés comme à la fois antagonistes et complémentaires.
Et on a toujours ces jeux d'antonymes, parfois, souvent aussi d'oxymores, qui vont aller avec un phénomène qui est le chiasme. Vivant le corps, l'esprit dévie. Donc on a un verbe, groupe nominal, verbe, au niveau de la structure syntaxique, même si un verbe est au participe présent, est un participe présent et que l'autre est en présent. Et en même temps, ils vont eux-mêmes se répondre au niveau sonore, vivant dévie, avec le retour du V. Et un jeu sur cette paronomase, que donc du côté du vivant, on a la vie, mais on entend la vie dans dévie, qui en fait vient plutôt de via, comme on a un viatique, un viaduc, qui est la route. Et donc dévier, c'est détourner la route. Donc, vivant le corps, l'esprit dévié, tout ça vient qualifier évidemment le jeu poétique, qui est en fait décrit littéralement comme un zombie, puisque son corps est vivant et son esprit part en sucette. Piteuse hostie au conspect de toi, dame. Alors, hostie, on se rappelle, une hostie, c'est pas juste ce petit gâteau qu'on mange pendant la messe, enfin, qu'on n'est pas censé manger d'ailleurs, mais une hostie, c'est une victime. Et cette victime, ici, et donc c'est vraiment ce sens-là qui est à prendre, et c'est le sens en fait étymologique de hostie. Non, boum, grandeur de vocabulaire bien sûr. Il est qualifié et avec un qualificatif particulièrement valorisé par son antéposition, c'est-à-dire sa place à gauche, piteuse. Piteuse, être piteux, c'est pas être ridicule, c'est qu'il fait pitié. C'est dans quel monde que ce qui fait pitié fait rire? Oh, t'es pathétique. Ou qu'on méprise. Songeons à cela. Être pathétique, c'est censé faire de la peine. Piteuse hostie au conspect de toi, donc au conspect à l'aspect de toi. Et donc en fait là, le jeu de regard, on avait le regard girouettant, mais derrière le regard de la dame qui va en fait s'attacher à un objet qui est le jeu lyrique. Mais en retour, Délie deviendra l'objet de plus haute vertu permettant la transformation poétique et éthique, morale, édifiante. Donc le conspect, c'est l'aspect, au regard, enfin, à l'allure. Dame, boum, adresse, et donc on passe d'une délocutée à une adressée, c'est-à-dire à une adresse. Elle-même qualifiée, avec un effet de concetto, de vers final, constituée idole de ma vie. Alors ça c'est important. C'est important à plein de niveaux. Donc on se souvient que vivant répondait à des vies, mais des vies riment avec vie. Donc là, boum, la boucle est bouclée, ça tombe bien, la figure de la boucle, qui va revenir, on se rappelle des morts renouvelés, 10, etc. Ça se met en place. Et ce qu'on a aussi, là, c'est idole. Bon, on va noter la majuscule, même si la typographie, c'est quand même plus flottant, donc ça, en tout cas, ça va donner au moins une grandeur, si ce n'est une conceptualisation, c'est-à-dire une dématérialisation de la dame, mais surtout, idole. Nous, c'est pas juste l'idole des jeunes. Idole, c'est une image que l'on adore. Donc, on retrouve bien quelque chose de l'ordre de la concurrence oratores bellatores, non que le poète se présente comme un grand chevalier, même si on a ces topas du jeune homme ou du jeune chevalier. Chevalier, on le qualifiait de bachelor au Moyen-Âge, qui a donné bachelier ensuite. Mais en tout cas, on a bien donc l'idole amoureuse qui est là, mais aussi donc cette importance donnée à la visualité qui est encore rappelée dans ce dernier vers. Et la visualité, on voit ici qu'elle est aussi concrète, l'œil, la vue, que métaphorique. Idole de ma vie, c'est métaphorique. Ce sont aussi des images en dedans, des images mentales. De ma vie, idole de ma vie, on parle de la dame, on revient au poète par le complément du nom. Et avec évidemment le déterminant possessif, de première personne, féminin singulier. Qui fait le lien, littéralement, syntaxiquement. Très important, ne l'oublions pas, le participe passé constitué. Puisque donc là, tout ça, c'est un groupe adjectival qui a une fonction d'adjectif qualificatif à partir d'un participe passé en emploi adjectival. Et donc c'est une épithète détachée, d'autant plus détachée que c'est un verbe en soi, qui a donc cet effet de concetto.
Mais ce qui est intéressant dans constituer, c'est que c'est un participe passé qui nous montre que l'action est achevée. Elle est constituée, de auxiliaires participes, même si l'auxiliaire est évidemment sous-entendu en emploi adjectival. Mais on a cette dimension aspectuelle qui est quand même là, c'est fini, qui est globale en fait, dans ce cas-là. Alors que le verbe constituer est un verbe de mouvement, de transformation, de changement. Et qui montre comment, en fait, dans cet échange, dans cette battle de regard, dans cet échange des yeux très asymétrique, l'un devient piteuse hostie et l'autre idole de ma vie. Et on notera d'ailleurs comment hostie rime avec vie, même, j'ai envie de dire pour l'œil, en IE. On y est. Et là, on est bien dans une reprise du motif de l'innamoramento, que j'aime toujours autant, c'est-à-dire la côte foudre au premier regard, leurs yeux se rencontrèrent. Mais donc, on voit bien comment le jeune homme se promène, là on n'a pas la reverdie, qui est aussi un motif topique de ce genre d'éléments. Boum, il vaque, il braille au corneille, boum, la dame le voit, et ça va le transformer en même temps. Il transforme la dame, et donc leur relation s'établit par cette asymétrie, on va se rappeler toute poétique. Je vais en lire un autre sur ses yeux. Vous pouvez penser... Oh, les yeux, c'est dans le... Ah, c'est dans lequel que ça hypnotise, c'est dans les cigares du pharaon. Oh, qu'est-ce que ça me faisait peur. Le 42. Si doucement, donc page 36-37, si doucement le venin de tes yeux, par même lieu au fond du cœur entra, que sans douleur le désir soucieux, de liberté tout seul il rencontra. Mais l'occupant, peu à peu, pénétra, où l'âme libre en grande sûreté vivait. Alors le sang, qui d'elle charge avait, les membres laisse, et fuit au profond puits, voulant cacher le feu que chacun voit, alors en fait tout ça, ça rime, lequel je couvre et scellé ne le puis. Est-ce que c'était lui que je voulais... Oui, lui je l'aime bien. Là, on voit encore la visualité. Alors, il y en a plein, là. Alors, cette visualité, elle est extrêmement importante. Lui, je l'ai noté pour la physiologie, c'est-à-dire, là, hop. Parce que là, on voit bien le venin de tes yeux, ça reprend la basilique, on a les yeux, et on va avoir au fond du cœur entra. Et donc, en fait, on a une forme de transformation physiologique d'un amour qui aurait dû être tout abstrait. Alors ça, c'est vraiment les théories néoplatoniciennes, hop là, j'ai les fourmis dans les pattes, de l'amour qui repose sur une transformation organique. En gros, boum, les yeux se rencontrent, mais bam, théorie optique. L'image de la dame, alors parce que on a plusieurs théories optiques, en gros, est-ce que c'est les yeux qui balancent des rayons qui vont taper l'objet qui revient, et comme ça on voit, est-ce que c'est l'objet qui tape des rayons qui vont dans les yeux, ou est-ce que les deux se rencontrent à mi-chemin? Globalement, la théorie prédominante, c'est que l'objet balance des rayons optiques qui vont dans les yeux et qui imprègnent l'image, qui permettent la visualisation. Ça, c'est dans une schématisation des théories optiques du XVIe, qui colle très bien en poésie amoureuse, mais qui va être réinterprétée aussi en poésie amoureuse. Est-ce que la poésie amoureuse, elle est aussi scientifique? Pas toujours. Il y a des théories derrière, et c'est intéressant de se demander, mais comment on aime dans notre corps? On se rappelle de Wittig commentant Sappho. Je deviens verte comme de l'herbe. Et donc là, on a le venin des yeux. Ça nous parle bien des traits, en reprenant l'image. Et donc, en fait, des yeux, bam, ça va engraver dans l'œil. Hop, on a l'image. Et de là, ça passe dans le système sanguin. Boum, 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 plein d'images de la dame. Ça arrive dans le cœur. Et évidemment que le cœur est extrêmement emblématique. Et de là, grâce à la pompe cardiaque, ça va partout. Maladie d'amour. Boum. Et comme cycle sanguin, cycle amoureux. Donc, on a une resémantisation
un approfondissement des images amoureuses grâce aux nouvelles théories scientifiques et philosophiques. Mais on voit que cette condensation, hein, ce renouvellement se fait aussi avec une image qui était inaugurale, le basilic, qui revient avec le venin. Et donc on a juste une évocation. Et donc on a une attaque, une forme de polyurcétique, le siège d'une ville. Hein. La polyurcétique, c'est l'art d'assiéger les villes. Donc ici, d'assiéger l'amant. Mais cette polyurcétique est paradoxale. Et ce paradoxe est montré par les oxymores, puisqu'on va avoir Antra au fond, le Pénétra, etc. Donc toutes ces images évidemment topiques, hein, et qui sont préparées par un poème comme le premier que j'ai lu, et qui vont aller en même temps avec douceur, doucement, donc sans douleur, peu à peu. Tout ça qui va montrer un progrès et s'opposer à cette image de violence. Donc la piteuse hostie, elle n'est pas non plus ici torturée comme dans d'autres passages. Et là, on le voit vraiment. Alors le sang qui, dès le charge avait, les membres laissent et fuit au profond puits. Et donc on voit en fait comment, finalement, le poète, on peut dire s'engourdit, enfin en tout cas, que la circulation sanguine est altérée, puisqu'elle délance les membres, et cela pour cacher l'image de la dame, cet amour, qui est en fait littéralement transporté dans le sang, par l'engravure. Alors c'est écrit que c'est un lieu commun, emprunté à Ovide et passé en proverbe très fréquent en Italie et en France. Mais ça, c'est le fait de cacher son amour. Donc l'image, voilà, comme ça, à cacher, elle est remotivée par le sang. C'est splendide, hein. C'est vraiment chouette. Est-ce que j'en ai un autre? Bon, ils jouent à peu près tous de ces oxymores, et puis on a quand même il y a un mouvement qui se dessine, mais ce mouvement, il n'est pas exactement narratif. Et il passe également par ces images du cycle, ce qui est logique dans la mesure où ce cycle, c'est celui de la circulation sanguine, c'est celui de l'amour, c'est celui des doutes, c'est celui de l'ensemble. C'est moins facile à lire, c'est nettement moins facile à lire que Ronsard, par exemple. Mais c'est quand même d'une immense profondeur. Est-ce que j'en ai un qui me vient là particulièrement? J'ai pas spécialement commenté la façon dont le 6-4, 4-6 et les designs, j'ai fait quelques remarques de structure, hein, mais évidemment, tout ça s'approfondit, hein, mais on voit comment on a des jeux de retour, d'opposition, et tout ça étant évidemment représentatif de l'amour, ou l'amour permettant de justifier, hein, c'est pas un jeu complètement gratuit, mais cette virtuosité poétique. Oh, j'en relirai si ça vous a plu, quelques-uns, quelques autres, et vous pouvez m'en suggérer. Mais c'est... voilà. Ça, alors après, voilà, cette édification, objet de plus haute vertu, là je suis page 197. Oula, c'est le 288, je crois. J'ai les yeux qui... Plus je poursuis par le discours des yeux l'art et la main de telle portraiture, et plus j'admire et adore les cieux, accomplissant si belle créature, ça c'est important, dont le parfait de sa linéature m'émeut le sens et l'imaginative, et la couleur du vif imitative me brûle et art jusque à l'esprit rendre, désolé. Que deviendrais-je en la voyant l'or vive? Certainement je tomberais en cendres. Alors là, on a une réminiscence de Saint-Nazaire, que je ne connais pas, et de Pétrarque. Je ne suis pas très bonne en poésie italienne. Mais déjà, ce qui est très important, c'est de voir comment
l'amour et la poésie, c'est-à-dire le discours des yeux, hein, permet, par le jeu de plus et plus, hein, un amour divin, parce que Dieu donne la créature. Et c'est là qu'on voit l'édification et un modèle religieux et un amour chaste qui est en même temps sublimé et sublimé vers Dieu. Et qui apprend à se débarrasser de son désir. Et en même temps, là, on a en plus encore la visualité et une réflexion sur l'image, parce que là, la dame n'est pas vue, mais vue par son portrait. C'est subtil, hein? Avec cette idée que, vu le parfait de la ligne, qui va émouvoir le sens et l'imaginatif, c'est-à-dire autant les sens sensuels que l'imagination, et sa couleur, etc., que deviendrai-je en la voyant leur vive? Certainement, je tomberai en cendres. Donc on a presque un équilibre par le simulacre qu'est l'image, on est en plein platonisme, hein, qui va aller vers les extrêmes, hein, au moment de voir la dame en vrai et de voir le poète lui-même finir en cendres. Bon, et puis je ne l'ai pas dit, mais c'est une promesse qu'on s'est faite il y a quand même quelques temps, et par vidéo interposée avec Guillaume Singal, Tanner 45, de parler un peu de l'Adélie. On en reparlera. Et je vous dis à bientôt.